faire un métier qu'il ne fait pas dans la vie, puisque dans la vie il est acteur et réalisateur, il n'est pas médecin, donc bon bah ça c'est de la fiction, il est médecin. Mais sauf que lui, il aura une blouse blanche et il sera dans un hôpital et il jouera le rôle d'un médecin qui a des paroles de médecin. Bah, mais sauf que même, vous voyez quand même la tête de Guillaume Canet, quoi. Alors, et on peut supposer que pour jouer un médecin, il va pas non plus se maquiller et se transformer avec une tête de médecin. Donc vous aurez la tête de Guillaume Canet. Et ça, c'est un élément documentaire. C'est documentaire. Vous voyez, d'ailleurs, il y a des critiques de cinéma qui disaient finalement, si vous regardez 20 films avec Catherine Deneuve, par exemple, pour prendre une grande comédienne qui est maintenant un petit peu âgée, vous prenez 20 films qu'elle a fait au tout début, un petit peu après, au milieu de sa carrière et un film plus récent, ben vous aurez finalement, et avec tout ce que ça peut comporter même d'un peu cruel parfois, ben vous voyez vieillir Catherine Deneuve. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une espèce de somme documentaire, si vous voyez 10 films de suite, sur le vieillissement d'un corps, ou en tout cas, on va dire l'évolution d'un corps. Et ça, c'est du réel, quoi. Même si Catherine Deneuve aura joué dans tel film le rôle d'une prostituée, puisque ça lui est arrivé, dans tel autre le rôle d'une psychiatre, puisque ça lui est arrivé, et puis plein d'autres rôles, c'est une carrière extraordinaire, celle de Catherine Deneuve, ben, vous aurez quand même un élément. Tout ça pour dire que... Et puis vous avez des lieux aussi, c'est-à-dire que je mets ma caméra, vous l'avez fait hein, en faisant des films, notamment les terminales, vous posez votre caméra et vous avez une fiction à raconter, vous faites passer devant le plan, dans la rue, votre personnage de fiction que vous avez écrit, que vous avez habillé de sorte qu'il puisse porter le rôle, et vous lui faites faire un truc qui est écrit, c'est-à-dire, je sais pas, il a l'air malheureux quand il marche. Je pense je sais plus comment s'appelle le film que vous avez fait en mars. T'avais promis. T'avais promis. Bon bah il marche dans la rue. Je me souviens d'un plan où il marche dans la rue, il a un imperméable et il se casse un peu la tête comme ça parce qu'il est. Voilà, on apprendra pourquoi plus tard. Et puis il est plutôt dans un état relativement introverti, etc. Ça c'est la fiction, c'est ce qui a été écrit. Mais en même temps, moi au passage, j'ai vu un bout de ville, j'ai vu un bout de votre ville. Ça a documenté un petit commerce qu'on aperçoit à gauche du plan, une voiture qui passe dans le plan. Cette voiture-là, elle est documentaire, quoi. C'est pas vous qui l'avez envoyée, genre voiture, une voiture que vous avez fabriquée. Donc voilà, il y a toujours du documentaire dans toutes les fictions. Et moi, je dirais presque comme spectateur, moi, l'aspect documentaire d'une fiction a tendance à toujours beaucoup m'intéresser. C'est-à-dire que j'aime bien, moi, voir des lieux au cinéma. J'aime bien quand le plan est assez large, de sorte qu'il puisse faire rentrer plein de choses documentaires, en fait, et qu'au milieu, il y a la fiction qui continue, il y a deux personnages qui sont en train de se dire des trucs qui ont été écrits. Inversement, ça c'est ce que je montrerai avec un ou deux extraits, il y a évidemment des documentaires, qui s'appellent documentaires, qui passent dans les salles avec cette étiquette de documentaire, où il y a de la fiction dedans, où il y a dedans des choses qui ont été écrites. Hein. Donc il y a en permanence des allers-retours entre les deux genres. C'est important de le dire. Mais si on veut vraiment séparer les deux et le dire de façon un peu scolaire, quoi, un peu schématique, et qui demanderait énormément de nuances, mais disons qu'on peut se dire au début, dans un documentaire, je filme quelque chose qui aurait eu lieu même si je n'avais pas été là. On pourrait se dire ça. C'est pas si vrai, il y aurait plein de contre-exemples, mais on peut commencer à se dire un truc comme ça. Je vais filmer des choses qui auraient lieu même si je n'étais pas là en train de les filmer. Je veux faire un documentaire sur une usine et comment les gens travaillent. À un moment, je vais m'arrêter sur un ouvrier qui est à une certaine chaîne, un certain poste de la chaîne d'une usine automobile, par exemple. Lui, il est plutôt sur le châssis, je sais pas quoi. Bon, mais, cet ouvrier, si ce jour-là, vous n'étiez pas là avec votre caméra pour essayer de faire un documentaire sur c'est quoi le travail d'un ouvrier dans l'automobile, eh ben, il aurait quand même fait ce boulot. Il aurait été à son poste de chaîne et il aurait fait les mêmes gestes. Ça, c'est le documentaire. Inversement, la fiction, ce qu'on voit dans une fiction n'aurait pas eu lieu, n'aurait pas existé si des gens n'avaient pas écrit l'histoire et n'avaient pas payé un comédien, ou pas payé, mais enfin peu importe, demandé à un comédien de jouer cette scène-là, au milieu de la rue. Cette scène n'aurait pas eu lieu si je ne l'avais pas écrite et que je n'avais pas décidé d'en faire une fiction. Pour moi, je trouve que c'est finalement la façon la plus simple de résumer cette affaire de docu et de fiction. Et encore une fois, il y a énormément de nuances, comme on va le voir après. La deuxième chose que je peux dire avant de voir le premier extrait, c'est que moi, c'est vrai que j'allais dire presque plus je vieillis, plus je suis un passionné du documentaire. C'est-à-dire qu'autant, évidemment, ma cinéphilie s'est construite à 99% sur des fictions. C'est-à-dire que quand je vous parlais l'autre jour, tout à l'heure, de quand j'avais 15 ans, 18, 20, et que je mangeais des films, tout ça,
Ouais, je pense, oui, 98% des films que je voyais étaient des films de fiction. Donc c'est vrai que mon amour du cinéma, il est né dans la fiction, par la fiction. J'aimais qu'on me raconte des histoires qui avaient été inventées, même si elles étaient parfois inspirées du réel. Et souvent, une histoire est inspirée du réel. Ça, on le sait bien. Hein. Moi, je pense qu'il y a très très peu d'histoires purement imaginaires, hein, que ce soit en littérature ou en cinéma. Même quand on est en train d'inventer une fiction, très très vite vous vous rendez compte que vous faites arriver dans votre fiction plein de choses qui sont liées à votre réalité ou à une réalité que vous aurez observée ici ou là. Donc le pur imaginaire, je crois que ça concerne très très peu d'œuvres. Mais c'est vrai donc que j'ai été d'abord un spectateur, j'ai aimé le cinéma par la fiction, puis c'est le cas je crois de la grande majorité des cinéphiles. Et puis peu à peu, j'ai découvert ce genre, le documentaire. Peut-être qu'on découvre, quand on explore un peu le terrain cinématographique, parce que les pauvres documentaires, c'est pas tous les jours qu'on en voit sur les écrans, quoi, hein. Si vous regardez les programmes, des films qui sont programmés, on va dire à Paris, pour prendre cette ville où il y a beaucoup de cinéma, et vous regardez tous les programmes de tous les Gaumont de Paris, il y a à peu près 5 ou 6 Gaumont à Paris, tous les MK2 à Paris, tous les UGC de Paris, vous trouverez aucun documentaire dans cette somme de films. Parfois, il y a un documentaire qui miraculeusement arrive à être distribué par ces grands distributeurs et qui a un petit succès. Il y a 100 000, 200 000, 300 000 personnes qui vont voir un documentaire. Enfin, globalement, le documentaire est quand même pas très visible. On a plus de chances de voir des documentaires dans des petites salles qui font un petit travail pour essayer de montrer d'autres choses que les trucs habituels, ou alors dans les festivals. Vous avez des festivals de documentaires, il y en a un qui est très connu à Marseille, un autre à Lussas, il y a quelques festivals comme ça où pendant 2 semaines on peut voir que des documentaires. Mais globalement, voilà, si on s'en tient à ce qu'on nous propose, c'est des fictions qu'on voit. Donc pour commencer à devenir un spectateur de documentaire, il faut vraiment le vouloir, il faut essayer de repérer le documentaire. Et moi, c'est ce que j'ai commencé à faire à un moment. Et puis, peu à peu, je me suis rendu compte que pour moi, les documentaires étaient aussi forts que les fictions, que même j'avais presque tendance à parfois préférer un documentaire. Et maintenant, au bout de 20 ans et quelques de cinéphilie, je dirais pas que je préfère le documentaire à la fiction, c'est pas vrai, c'est faux, ça serait ridicule de le dire. Mais ce que je peux dire, c'est que quand je vais voir un documentaire, je suis toujours à peu près sûr de ne pas m'ennuyer. Ça ne veut pas dire que je vais aimer le documentaire, mais j'y vais toujours avec une... Je pense que j'ai de l'appétit pour ça. Je me dis, tiens, dans un documentaire, il y aura toujours quelque chose qui m'intéressera. C'est pas toujours le cas des fictions. Avec les fictions, on n'est jamais sûr, ça peut être consternant, quoi. On ne peut vraiment pas du tout accrocher. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un vrai grand défenseur du documentaire. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le cinéma, autant donc maintenant le cinéma est connu en grande partie par ses fictions, et qu'il est consommé sur le mode de la fiction, et que quand aller au cinéma, c'est aller voir une fiction. Mais il ne faut jamais oublier, peut-être quelque chose que vous savez déjà, que le cinéma a d'abord été documentaire. C'est-à-dire que historiquement, le cinéma a commencé par un geste documentaire. C'est-à-dire les frères Lumière, on va dire, pour aller vite inventer le cinéma, c'est plus compliqué que ça, mais dans le détail, bon. C'était quoi les frères Lumière? Ils posaient leur caméra dans un lieu, et leur truc c'était de documenter ce lieu, c'était de l'enregistrer. Pourquoi? En laisser une trace, l'immortaliser, ou alors en montrer la beauté, en montrer l'intérêt. Alors ils ont fait plein d'autres choses, les Lumières, ils ont fait des petites fictions aussi. Mais leur fameux film, l'arrivée du train en gare de la Ciotat, vous voyez, il y a une gare, vous avez la caméra qui est posée, ça ne dure pas longtemps, et le train rentre dans la gare, puis c'est tout. On peut dire, c'est pas très intéressant. Si, c'est intéressant, parce que c'est du réel, puis le réel est toujours intéressant. Donc, le cinéma a d'abord été documentaire, et puis peu à peu, en fait, des gens se sont dit, mais avec ces images-là, on pourrait peut-être raconter des histoires, comme on le fait au théâtre, comme on le fait dans la littérature. Et c'est là qu'on s'est mis à écrire des scénarios, à raconter des histoires, à demander à des acteurs de jouer des histoires fausses. Mais voilà, ce qui est paradoxal dans cette affaire, c'est que le documentaire est devenu un genre extrêmement minoritaire dans l'ensemble du cinéma. Il est bouffé par la fiction, il est dévoré par la fiction. Et pourtant, à la base, c'était l'inverse. C'était le cinéma était... Alors, il y a Jean-Luc Godard, par exemple, le cinéaste dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a fait ce film, par exemple, sur les Stones, qui est un cinéaste assez passionnant.
dit toujours que, d'une certaine manière, le cinéma a trahi sa vocation. Il avait une vocation à documenter le monde, il avait une vocation à être une fenêtre sur le monde, et il s'est perdu en chemin. Bon, on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, il exagère, mais il y a quelque chose comme ça, qui est un truc... Donc, essayons de réhabiliter le documentaire, et moi, ce que je voudrais essayer de vous dire, c'est vraiment... quelqu'un qui vraiment s'intéresserait au cinéma et qui voudrait s'y intéresser, voire même en faire son métier, bah, je pense que c'est vraiment bien de toujours garder ces deux cerveaux, quoi. Un cerveau fiction, un cerveau documentaire, et regarder des docus, et regarder des fictions, et le cinéma c'est tout ça. C'est pas les deux, et je pense qu'il y a autant de... En tout cas, pour ce qui me concerne, je trouve autant de satisfaction dans le documentaire que dans le cinéma. Alors, je voudrais vous montrer Je voulais commencer très calme... par vous montrer un film qui a été fait par un ami. C'est pas du tout pour vendre mes amis ou faire la pub de mes amis, c'est parce que j'ai beaucoup d'admiration pour son travail. Sauf que par ailleurs, on fait des films ensemble au sein d'un collectif, des documentaires. Mais lui fait des films tout seul. Alors où il est intéressant, cet ami, par-delà le fait que c'est un ami et que je l'aime bien, c'est que je pense qu'il a du talent. Et c'est quelqu'un qui, dans ses travaux personnels, est très contemporain de quelque chose, c'est-à-dire qu'il utilise à mort, à fond, cette possibilité qui nous est donnée maintenant, qui est très nouvelle dans l'histoire de la technique, de faire des documentaires tout seul. C'est plus compliqué, parce que, bon, pourquoi est-ce qu'on peut les faire tout seul? Parce que maintenant on a du matériel relativement accessible, pas trop cher, des caméras qui sont équipées, qui ont un capteur de son, etc. Donc on n'est pas obligé d'être 3, 2 à la perche, 1 à la caméra, et puis éclairé. Donc il y a une espèce de facilité qui a été créée, qui permet de travailler tout seul. Et puis surtout, on a maintenant des outils de montage, vous le savez, hein, grâce à des logiciels qui sont accessibles à tout le monde, qui ne sont vraiment pas compliqués à manipuler, qui permettent de faire. Et donc lui, je pense qu'il est assez... représentatif, cette personne qui est plus jeune que moi, hein, beaucoup plus jeune, même je pense qu'il a 28-29 ans maintenant. Il est représentatif d'un certain état de la fabrication du cinéma qui est très lié à notre époque, qui est que beaucoup de gens font des films comme ça dans leur coin. Alors après on peut s'en plaindre, on peut dire oui, alors tout le monde fait son petit film dans son coin, mais c'est quoi ce bordel, ça rime à quoi, voilà. Moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Je regarde les films et j'essaie de voir si ça m'intéresse, quoi. Et quand lui me donne ses films, ben, ça m'intéresse. Et il a cette capacité, je trouve, à faire des films intéressants avec peu de moyens et en s'en tenant à lui-même, même si parfois il est soutenu par des copains et il a besoin de gens sur le tournage. Et puis la deuxième chose qui m'intéresse, c'est qu'il fait pas que ça, mais dans ce que je vais vous montrer en tout cas, eh ben, il renoue avec les Frères Lumière. Je pourrais dire un truc comme ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense qu'on pose sa caméra quelque part, et du moment qu'on la laisse poser longtemps, et qu'on regarde bien ce qui se passe devant nous, et ben tout devient intéressant. Même des trucs qui a priori pourraient paraître, oui, enfin, c'est quel intérêt ce truc, je l'ai déjà vu. Eh ben non, en fait, la magie du documentaire, c'est de parfois filmer des choses qu'on a l'impression d'avoir tous vues et qu'on pourrait très bien voir en se déplaçant et en allant, voilà. Et pourtant, le simple fait que la caméra se soit posée quelque part et que nous, les spectateurs, du coup, on regarde ce truc pendant 5 minutes, eh ben on le voit différemment, on le voit mieux, on le regarde comme on n'est jamais amené à le regarder dans notre vie. Et ça me paraît vraiment, si vous voulez, le réflexe documentaire de base, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit faire que ça, mais voilà, je voulais vous donner cet exemple-là parce que... alors là, le film en question, il a... alors attends, où est-ce qu'il est? J'avais noté 34. Sur l'écran direct. Je ne suis pas au point de cette souris. Celui-là? Ça va venir? Tu veux le lancer? Non, attends, je vais encore dire un truc. Non, je vous montre juste. À la rigueur, le film c'est un film qui s'appelle Borde, je vous expliquerai pourquoi après. Mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment presque pris un extrait au hasard. Pas complètement au hasard, mais voilà, cet extrait n'est pas plus saillant qu'un autre. Il est représentatif
Voilà, ça doit commencer là, je pense. Ah, ça, voilà. Tu mets toutes tes protections, les poignets, les genoux.
va enfin étudier. On va enfin, parce que si on descend, on se retape là. Comme ça alors? Ouais, on va juste en face, on continue la piste cyclable. Oui. Ah bah si. Alors, je voulais vous montrer ça. En fait, il se trouve que en fait, on peut dire qu'on a vu une séquence là. On arrive sur ce lieu-là et après, c'était fini. C'est pour ça que il se trouve que ce documentariste-là, donc Camille Lotto, a fait des documentaires à peu près sur la même méthode, mais parfois en filmant des choses beaucoup plus, comment dire, a priori passionnantes. Par exemple, il est allé en Grèce en décembre 2008, et en Grèce, en décembre 2008, à Athènes, il y avait des mouvements étudiants, il y avait des grèves de jeunes, il se passait beaucoup de choses. Le monde entier était un petit peu, les yeux et les regards convergeaient vers ce lieu-là. C'était là où il y avait de l'actualité, comme on dit, ce dont les journaux vont parler comme étant un phénomène important. Et donc dans ce documentaire, il est resté 2 jours à Athènes, c'était un peu le principe. Il dit voilà, je vais aller 2 jours là-bas et je vais voir ce que je peux ramener en 2 jours, quoi. Ce qu'il appelle du tourisme politique. Et donc si je vous avais montré un extrait de ce film-là, vous auriez vu des choses sans doute beaucoup plus exceptionnelles, quoi. C'est-à-dire de la manifestation, des tensions un petit peu avec les flics grecs, etc. Donc bon. Et il a aussi eu un truc, il a aussi été en Libye au moment de la guerre en Libye qui a eu lieu l'an dernier. Il s'est retrouvé dans une équipe de tournage, il prenait le son, mais lui on a profité pour faire un film, il avait sa petite caméra avec lui. Et dans ce film-là, je pourrais vous le montrer, et on verrait des choses, voilà, il s'est un peu approché de la guerre, alors on voit pas, c'est pas des combats, des choses comme ça, mais on voit, disons, ce que d'habitude on considère comme intéressant, c'est-à-dire il se passe quelque chose d'exceptionnel, donc c'est intéressant de le montrer. Si je vous ai montré ça, c'est sans doute beaucoup moins spectaculaire et beaucoup moins immédiatement, aguichant pour vous. Mais c'est justement une espèce de preuve radicale de tout ce qu'on vient de voir là est complètement ordinaire. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien d'exceptionnel, c'est vraiment la vie ordinaire de gens ordinaires dans un lieu ordinaire de la France qui font des choses très ordinaires, genre aller se balader en VTT ou à pied ou en roller. Mais voilà, je trouve que qu'est-ce qui fait que moi ça me passionne, et vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec moi, mais j'essaie de défendre ma cuisine, c'est qu'on reste longtemps. On reste longtemps, c'est-à-dire qu'il s'est posé là dans ce lieu, je vous dirai après pourquoi, dans ce lieu-là, parce qu'il y a aussi une intention. Et la caméra ne bouge pas, hein, c'est-à-dire que je pense qu'il y a 4 plans dans ce qu'on a vu, il y a des cuts, hein, il y a je crois 3 raccords, mais la caméra est toujours au même endroit. Ça, c'est son principe. Il se pose dans un lieu, il pose sa caméra au même endroit, il n'en bouge pas et il voit ce qu'il voit depuis là où il est. Alors, il est malin, il essaie de se poser à un endroit où, bon, alors là, on voit bien comment il a réglé son truc. Il s'est mis dans l'alignement du petit chemin que prennent les promeneurs et il s'est mis à côté du parking de sorte que, voilà, en travaillant son panneau, il a les promeneurs se préparant puis partant. C'est le premier geste documentaire, c'est de bien savoir où poser sa caméra pour essayer de voir un maximum de choses. Mais pour ça, ça demande un bon documentariste. Pour moi, il laisse sa caméra dans son sac assez longtemps. Il arrive sur un lieu, sa caméra, il ne tourne pas. Ça, c'est un petit peu, je pense que le défaut qu'on a tous, c'est de vouloir filmer trop vite. Tout de suite, on a la caméra, on filme. Non, on laisse la caméra, mais on regarde. On regarde le lieu, on essaie d'en comprendre un peu le fonctionnement interne. Et donc du coup, on se dit, oui, c'est en mettant là que sans doute je verrai le plus de choses et que c'est sans doute de ce lieu-là que je suis le plus fidèle à ce qui se passe dans ce lieu-là. Et le plus fidèle, c'est peut-être de se mettre dans la posture de justement avoir ce panneau. Il fait des allers-retours permanents, comme ça, enfin pas permanents d'ailleurs, mais qui sont, ajustés à ce qu'il faut, donc à ce qui se passe vraiment. Le documentariste, il a une espèce de respect du réel, comme ça, et donc il commence par l'observer, de le comprendre, et après il le filme. C'est vraiment important, ça, faut être patient, quoi. Et puis après, ma foi, et c'est pas lui, et il n'invente rien, il va prendre ce qui est possible de prendre. Là, il s'est donné une petite structure, c'est de commencer sur la famille, papa, maman, le fils, dont maman et le fils vont faire du roller, et le papa va promener le chien. La séquence s'ouvre avec eux, elle se finira avec les deux, la mère et le fils qui disparaissent. Donc il y a une vraie unité, il s'est donné une espèce de petite unité
presque arbitraire, hein, mais que ça raconte un petit truc quand même. Et au sein de cette unité-là, bah, ma foi, ah bah tiens, il y a un cheval qui arrive. C'était pas prévu, et du coup, tiens, un cheval, c'est comment un cheval on regarde quoi, c'est des chevaux, on en a vu plein dans la vie au cinéma, donc du coup on les regarde plus, ben là on le regarde, je trouve qu'on le regarde. Ah tiens, c'est grand un cheval, c'est plus grand que celle qui le dirige. Sa couleur, qu'est-ce qu'il fout là? Mais même après, on voit plein de choses, tout un tas de choses qui sont a priori considérées comme non passionnantes, plus que pas exceptionnelles, mais moi je ne crois pas que... moi, il y a des choses exceptionnelles qui ne m'intéressent pas du tout, et par contre, parfois, l'ordinaire est très intéressant. L'ordinaire est toujours intéressant. Donc, voilà, après, il a un principe aussi de panneau, c'est-à-dire quand est-ce autant la caméra reste fixe sur son pied, enfin, je veux dire, le pied reste fixe, la caméra ne bouge pas et pas de travelling, autant il se permet donc des panneaux, hein, vous avez vu. Et les panneaux, il essaie autant que possible que les panneaux soient décidés par quelque chose qui se passe. C'est-à-dire c'est pas lui, le documentariste, qui va décider de panneauter parce qu'il trouve que c'est super cool de faire un panneau à ce moment-là et que c'est beau. C'est souvent amené par un vrai mouvement. Donc le premier, par exemple, c'est le chien. C'est bête à dire, mais on est sur la voiture. Hein. Ah, le chien se déplace, tiens, je vais suivre le chien. Bon, le chien s'arrête, il ne se passe pas grand-chose, moi je vais revenir à la famille. Et puis après, si le père s'en va avec le chien, ben on resuit le... Puis après on reviendra... bon. C'est aussi une façon d'être, je trouve, très... Le documentariste, peut-être, c'est celui qui, enfin en tout cas dans ce genre de documentaire-là, n'est pas là pour imposer sa vision du réel. Il essaie plutôt d'être le plus juste avec le réel qu'il est en train de filmer. Voilà, c'est une technique. Bon, vous verrez très peu de documentaires comme ça. Hein, c'est-à-dire que il n'y a que lui qui fait ce genre de truc. Parce que je pense que c'est un type qui, enfin je le connais bien, qui a un goût pour le réel. Alors c'est vrai que pour être documentariste, il faut avoir du goût pour le réel. Ça, il faut trouver le réel intéressant. Alors, si vous trouvez le réel pas intéressant, et si vous pensez que la vie ne devient intéressante qu'à partir du moment où on l'imagine, bon bah c'est vrai que là, je peux rien faire pour vous. En termes de, je peux pas vous... Et il faut avoir le goût du réel en tant qu'il est du réel, quoi. Il y a peut-être quelque chose à faire pour eux quand même. Alors, il y a pas dans la... Non, mais dans la salle, il n'y a pas d'élèves qui ont fait de documentaire, parce que moi j'ai essayé en terminale, on n'a pas réussi cette année à faire un documentaire, mais l'expérience me montre, sur les documentaires qu'on a fait les années précédentes, que... bah, si, il y en a qui... Excusez-moi, il y a des élèves qui ont fait des documentaires. Ouais, je vous ai oublié. Et c'est des élèves qui étaient en terminale l'année dernière, pour ceux qui ne les connaissent pas. Faire quelque chose pour eux, c'est peut-être tout simplement leur faire du documentaire. Parce que souvent, comme tu l'as dit, on voit, on ne regarde pas. Le fait de filmer, d'avoir la caméra en main, ce qu'ils ont devant les yeux, qui peut être très anecdotique, mais l'anecdote, souvent, elle est fabuleuse, elle est intéressante, elle plaît, et elle donne c'est là qu'il faut dire que j'ai raison, elle leur donne envie de s'inscrire vraiment dans le réel. Tu confirmes donc? D'accord. Ouais, sans aucun doute. Non mais là, eux, ils ont participé au film. Alors je ne sais pas si les secondes l'ont vu, les autres l'ont vu, les terminales et les premières. Passage qui s'est tourné au sein du lycée. Vous l'avez vu les secondes? Je ne sais pas. C'était pas évident l'année. C'était pas pour vous au départ, c'était pas gagné. Enfin, je ne sais pas si vous étiez très enthousiaste à l'idée comme ça d'aller rencontrer des gens. Hein. Au début, vraiment pas, non. Et c'est après quand on a fait que c'est intéressant. Il y a eu des querelles au début où entre nous, dans le groupe, on n'était absolument pas d'accord. Il y a une partie qui prenait cause pour la fiction, d'autres qui prenaient... Fiction contre réel, ouais, c'est génial. Pas documentaire, mais pas pour la fiction non plus. Ouais. Et je crois que le cinéma, justement, ça peut vous apprendre aussi à vous intéresser beaucoup plus au monde autour de vous. Ouais. Pourquoi c'est pas une cause perdue? Mais même d'ailleurs, je pense, et c'est là qu'on retrouve une porosité entre fiction et réel. Moi, une des choses que j'ai adoré en tournant des films, j'ai tourné une ou deux fictions et puis quelques docus, ou alors des trucs, bon, j'ai un peu zoné. Même quand je tourne de la fiction, enfin quand je me retrouve sur un plateau de cinéma de fiction ou dans un travail de fiction, une des choses que j'aime le plus, c'est qu'on est constamment en train de prendre considération du réel comme jamais on le fait dans la vie. Pour un truc très simple, et tous ceux qui ont tourné le savent très bien, c'est que d'un seul coup, on est très attentif au son, par exemple. C'est-à-dire qu'un son qui est très banal, vous êtes dans la rue. Bah, dans la rue, il y a des sons, il y a des bagnoles, il y a des motos, il y a des gens, il y a des... Bon.
c'est la vie, c'est du son, on n'y fait plus gaffe, quoi. On n'entend plus. Des fois, juste on s'en plaint, on dit oh, il y a du bruit. Puis des fois, on dit oh, il n'y a pas beaucoup de bruit, c'est mort. Mais c'est tout. On ne fait pas gaffe. Alors, à partir du moment où vous êtes obligé de faire une scène dans la rue de fiction avec un dialogue, alors là, du coup, vous allez vraiment prendre en considération, vous vous rendez compte que tiens, il y a une perceuse là, il y a un mec qui est en train de bosser. Vous l'auriez jamais vu sinon. Donc, du coup, il faut aller lui demander d'arrêter peut-être, etc. Ça crée un certain nombre de complications, mais moi, je trouve ça vachement bien. C'est qu'on n'est jamais autant au monde que quand on fait du cinéma. C'est même quand on fait de la fiction, hein, même si là on est en train de tourner dans la rue une scène fantastique où en fait l'un est le fantôme de l'autre et va lui expliquer qu'en fait il est mort lui aussi. Mais oui, on le fait dans la rue et il faut bien faire avec, quoi. Et quitte à vouloir annuler les sons, vouloir justement faire éteindre la perceuse, attendre que l'avion passe, attendre qu'il n'y ait pas de bagnole. Il y a d'autres cinéastes, Camille en fait partie, qui, lui au contraire, plus il y a du son, plus il est content, parce que c'est du réel. Et donc là, quand il y a une moto qui vrombit hors champ, off, et ben on entend la moto vrombir, ou peut-être une mobilette, je sais pas, plutôt une moto je crois, et ben on l'entend, et lui il est content, c'est du réel, c'est du son, et on entend on entend peut-être avec plus d'attention des sons qui sont banalisés en fait, tels qu'on le pratique. Moi vraiment je n'ai jamais fait autant attention à la lumière que quand je me suis retrouvé sur un tournage de cinéma, quoi. Quand on attend que... c'est toujours très très beau, une équipe de cinéma qui d'un seul coup attend que le nuage passe, ne voile plus le soleil. C'est génial ce moment-là. Moi j'ai un souvenir de tournage, voilà, d'un seul coup l'équipe, on était 20, était suspendue en train de regarder ce nuage qui est de sorte qu'on attendait qu'il dévoile le soleil, de sorte qu'on puisse tourner, puisque comme la prise d'avant était au soleil, il fallait, pour qu'il n'y ait pas de faux raccord, qu'on ait de nouveau du soleil. Puis c'est toujours mieux quand même de profiter de la luminosité totale. Bah, c'était très beau là, il y avait une espèce de leçon d'humilité aussi, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire. À un moment, le réel, il commande ses lois, et ce nuage, jusqu'à preuve du contraire, on ne pouvait pas le diriger à distance, quoi. On ne pouvait pas l'accélérer. Bah, je trouve ça... Donc même quand on fait de la fiction, mais alors a fortiori quand on fait du documentaire, où là vraiment le but c'est carrément de capter du réel, quoi. Et on le fait pour ça. Mais c'est vrai que bon, ce qui est un peu désolant, moi je vous disais que j'aimais toujours bien la partie documentaire d'une fiction, c'est-à-dire tout ce que documente une fiction presque malgré elle. Et c'est vrai qu'il y a des films dont l'obsession est de masquer le réel, quoi. C'est-à-dire que... Et là, je crois que c'est la majorité. C'est-à-dire que sur un plateau de cinéma de fiction, il faut surtout pas avoir de lumière naturelle, il faut surtout ne pas entendre les sons. C'est vraiment, moi j'appelle ça tout sauf le réel. Là, souvent, le travail des techniciens sur un plateau, c'est quand même de nier le réel. Il ne faut pas que le son qui soit emmerdant, il faut qu'on entende que le dialogue. Mais où est-ce que vous avez ça dans la vie ? Dans la vie, il y a toujours des sons ambiants, toujours. Quand vous tendez l'oreille, voilà, vous entendez une climatisation, un appareil électrique. Et on sait bien que les appareils électriques, on déteste ça sur les plateaux. Il faut toujours débrancher le frigo qui est à la cuisine. Il faut débrancher... ça, on débrancherait ce truc-là si on avait à tourner. Mais pourquoi ? On peut aussi le garder. Après, évidemment, il ne faut pas que ça pose de problème de faux raccords son, tout ça, c'est technique. Mais a priori... moi, je me souviens, il y avait une fois un documentaire sur une espèce de making-of d'un tournage d'un film de Piala, qui est un cinéaste que j'aime beaucoup. Un film qui s'appelle Police, que vous avez peut-être vu... Bon, qui date un peu maintenant, et il y avait le making-of, c'est-à-dire qu'on voyait Piala tourner sur le plateau, et à un moment, il est en train de diriger son actrice, puis d'un seul coup, il se relève comme ça, c'est entre deux prises, hein. Il dit, mais puis, il n'y a pas de bruit ici, quoi. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de bruit ? On est censé être dans un commissariat. Et parce que, en fait, le travail de l'équipe, c'était surtout qu'il n'y ait pas de bruit parasitaire et qu'on n'entende que le dialogue. Et ben, Piala, contrairement à plein d'autres cinéastes, lui, il voulait du bruit. Il voulait qu'on entende une machine à écrire au fond, le type qui passe dans le plan et on n'a pas prévu. Bon voilà, je pense que là-dessus, les cinéastes se divisent en deux, hein. Il y a ceux qui font tout pour évacuer le réel, puis d'autres qui, au contraire, sont très contents de le faire revenir. Alors à quoi, moi, j'ai une petite technique pour juger ceux qui documentent, enfin... Pour évaluer, je dirais, le degré de documentation d'une fiction, demandez-vous toujours si, par exemple, quand on le verra dans 20 ans, on aura une certaine idée de comment les gens vivaient au moment où ça a été tourné. Bah là, par exemple, si on voit ce film dans 20 ans, qui a été tourné il y a 3 ans, eh ben, on aura une certaine idée de la façon dont les gens s'habillaient, de la gueule qu'ils avaient, de comment étaient faits les casques de VTT, comment étaient faits les vélos, comment étaient faites les voitures, etc. Bah, donc ça prouve bien que ce qu'on vient de voir documente quelque chose, puisque
dans 20 ans, ça pourra être pris comme une espèce de documentation sur les années 2008, 9, je ne sais plus quand ça a été tourné. Inversement, il y a des films, vraiment, vous en sortez, vous dites, je ne sais même pas à quelle époque se passe l'histoire. Et je ne parle pas de la science-fiction, hein, tout ça, il y a des films qui sont censés se passer maintenant, mais dans le plan, vous voyez aucun signe de maintenant. C'est parce que, je sais pas, les plans sont tous tout serrés, c'est cadré serré, on voit rien, il n'y a jamais rien qui passe à l'arrière-plan. Moi, c'est ce que j'appelle du cinéma sous cloche. Et, alors, il y a des très très grands films sous cloche, mais des fois, c'est étouffant, quoi. Et je pense qu'une fiction a toujours intérêt quand même à essayer de faire rentrer un peu de réel, dans la mesure du fait que ce soit pas trop parasitaire par rapport à ce qu'on a à raconter. Hein. Évidemment que je parlais des faux raccords, bon, il faut faire un peu attention. Alors, autre exemple, alors complètement autre chose, parce que pour vous dire que je ne suis pas un obsédé non plus du documentaire purement réel, ce qu'on vient de voir est quand même très très particulier, hein, à la fois très ordinaire, mais donc très particulier. C'est un film, alors, un film qui a fait un documentaire qui est sorti en 2003, qui s'appelle S21. Et alors pour le coup, ça a été un documentaire qui a été un peu remarqué, quoi, contrairement à l'anonymat habituel des documentaires. Là, celui-là, il est sorti en salle, ça n'a pas fait intouchable, hein, mais Ritipan, qui est donc un Thaïlandais, est un documentariste dont pas mal de gens suivent le travail, en tout cas ceux qui s'intéressent un peu à cette affaire-là. Et ça va arriver. Alors, pour bien comprendre l'extrait, alors c'est un documentaire qui a comment dire, impressionné pas mal de gens à l'époque, enfin à l'époque il y a 10 ans. Je reprends juste un truc sur le film de Camille pour vous dire un petit peu le principe, parce qu'on dit mais du coup le film il raconte quoi? C'est que des moments comme ça d'ordinaire avec des gens qui font du vélo? Non, non, il a un principe, ça s'appelle Bordeux, parce qu'il a suivi une rivière qui remonte de Saint-Quentin en Yvelines, qui est au sud de Paris, jusqu'à Paris. C'est une rivière qui se jette dans la Seine. Donc en fait son idée, son principe documentaire, qui est un principe de géographie, il prend la Bièvre, puisque c'est cette rivière, à la source, ou en tout cas dans un plan d'eau d'où elle s'écoule, et après il suit, voilà, et ça s'appelle Bordeux, parce qu'en fait c'est un documentaire sur les bords de rivières. Et qu'est-ce que font des gens au bord d'une rivière? Tous les loisirs que ça occasionne, se balader, faire du vélo, on en verra pêcher, on en verra se baigner, etc. Je tenais à le dire pour vous dire que c'est très construit, et ça se termine sur la Seine, à Paris. Voilà, parce que c'est l'aboutissement de la Bièvre. Alors ce film-là, donc S21, il faut que je retrouve l'extrait. Il faut quand même que je resitue un peu... pause d'abord. Alors, donc Ritipan est un Thaïlandais. Riti, plus loin Pan. Il est Thaïlandais. Il habite en France depuis un certain temps, parce que c'est là qu'il a pu faire ses films, qu'il a trouvé des financements pour le faire. Mais enfin, en général, il fait des films franco-thaïlandais, il fait essentiellement des documentaires, même s'il a fait des fictions. Et il se trouve, alors vous savez ou vous ne savez pas qu'il s'est passé quelque chose de terrible au Cambodge, je confonds avec... c'est marrant, j'ai confondu l'inverse. Cambodge. Hier, je parlais de Varasetekul comme d'un Cambodgien, et aujourd'hui, je parle de... Bon, bref, je m'en mêle. Au Cambodge, il s'est passé quelque chose d'assez terrible. C'est un des plus grands crimes contre l'humanité du XXe siècle. Des gens, une espèce de guérilla a eu lieu. Un roi a été renversé. On va dire des communistes ont pris le pouvoir. Ils se sont appelés les Khmers rouges. Les Khmers, c'est une ethnie du Cambodge, et rouge parce que communiste. Et ils ont pris le pouvoir et ils ont fait un truc en 4 ans. En 4 ans de pouvoir, ils ont exterminé... on peut dire que, je ne sais pas, il me semble que c'est 1 500 000 morts, alors que la population du Cambodge était de 9 millions. C'est presque un suicide d'un peuple, si vous voulez. Je vous passe le détail, ils sont arrivés au pouvoir, ils ont voulu rééduquer tout le monde. Alors ils ont commencé par tuer tous les opposants, et puis tous les autres, ils voulaient les rééduquer, donc ils les emmenaient à la campagne, ils les mettaient dans des camps de rééducation pour leur rééduquer leur cerveau, un petit peu ce qu'on fait aussi ce qui s'est passé en URSS, sous le régime nazi et sous plein de régimes comme ça dictatoriaux. Simplement là, ça a été très très violent. Donc c'est une espèce de traumatisme national.
Et ça s'est passé donc il n'y a pas si longtemps que ça vous paraît peut-être vieux parce que vous n'étiez pas né, mais enfin c'est très récent, en 75-79, c'est vraiment de l'histoire très récente, quoi. Il se trouve qu'après, les Khmers rouges ont été virés du pouvoir, les choses se sont calmées, heureusement. Simplement, ce pays a du mal à faire son travail de mémoire, comme on dit. C'est-à-dire que c'est un petit peu un tabou là-bas. En ce moment, il commence à y avoir des procès, on commence à juger les criminels de l'époque, ceux qui sont encore vivants, mais qu'il y a un certain silence. Les gens qui en ont été victimes ne veulent pas en parler, ceux qui en ont été coupables, évidemment, préfèrent qu'on oublie tout. Donc il y a presque une entente tacite, si vous voulez, entre les survivants bourreaux et les survivants victimes pour ne pas en parler. Et le travail de Ritipan, et c'est un des travaux d'un documentariste, c'est ce qu'on appelle le travail de mémoire, hein, on entend beaucoup parler de ça. Ben, le documentaire, évidemment, peut être un outil de travail de mémoire, c'est-à-dire d'essayer de ressaisir, de produire de l'image qui permette de, comment dire, que ce qui s'est passé ne soit pas oublié, que ce soit examiné, que ce soit compris. Ritipan, il dit, voilà, moi j'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a pris, quelle est la folie qui a pris ces hommes? Une folie, c'est une folie. Et il fait ce travail, et il l'a fait longtemps tout seul, ce travail. Là, maintenant, il commence à y avoir des procès au Cambodge, mais il a été longtemps, c'est comme si le documentariste, il y avait que lui, quoi, qui essayait de faire ce travail de mémoire à travers... Bon. Alors, problème du travail de mémoire et problème du documentaire, c'est des faits qui ont eu lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image de ce qui s'est passé. Comme on dit souvent qu'il y a très peu d'images des camps de concentration. D'ailleurs, il n'y a pas d'image à proprement parler des camps de concentration nazis, et ce qui fait qu'il y a certains petits malins qui peuvent s'amuser à raconter que rien n'a eu lieu, hein, ce qu'on appelle négationniste. Il y a une absence d'image. Et il y a une absence d'image aussi pour le génocide cambodgien, ou le crime contre l'humanité cambodgien des Khmers rouges. Qu'est-ce que fait un documentariste quand il n'a pas d'image? Il n'a rien à filmer. Problème. Alors, il y a un truc qu'il peut faire, et que Claude Lanzmann a fait quand il a fait ce film très connu qui s'appelle Shoah, qui est un film de 8 heures, et qui est sur la Shoah, c'est-à-dire les crimes nazis, enfin l'extermination, l'industrie de l'extermination mise en œuvre par les nazis. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut interviewer des survivants. Hein. C'est souvent ce qu'on fait quand on a une absence d'image, que les faits eux-mêmes ne sont pas filmés. On interroge des survivants, et donc on a ces documentaires, on en a vu beaucoup, où vous avez des gens, ils sont assis, ils se succèdent un peu à l'écran, et tous racontent que eux se souviennent, et peu à peu, de témoignage en témoignage, on peut se faire une idée de ce qui s'est réellement passé. On se fait notre image mentale, en fait, de quelque chose. Pour faire des espèces de peintures officielles des gens du régime, des peintures de propagande, hein, voilà, un portrait de Pol Pot, qui était le chef de l'époque, le Hitler des Khmers rouges, etc. Mais il a surtout retrouvé des bourreaux, et le grand avantage, c'est que ces bourreaux sont jeunes. C'est-à-dire qu'une des grandes caractéristiques de ce régime, ça a été que les gens qui ont pris le pouvoir à ce moment-là étaient assez jeunes. Pol Pot, le chef, avait 40 ans, mais ils se sont servis de gens qui parfois avaient 15 ans, 16 ans, 17 ans. Pourquoi? Parce qu'ils étaient particulièrement innocents et qu'on pouvait en faire un peu tout ce qu'on voulait. Donc ceux qui exécutaient les basses œuvres étaient des jeunes. Donc il les a retrouvés, il en a retrouvé un certain nombre. Et le dispositif du film, c'est qu'il les ramène dans ce camp qui s'appelle S21. C'était le camp, alors c'était un camp, vous allez voir, c'est des bâtiments. Et c'est là qu'on mettait les prisonniers, les opposants, ceux qu'on voulait rééduquer. Et c'était un centre de torture, en fait. Il s'agissait de faire venir les opposants les plus durs, de les enfermer, de leur faire subir un certain nombre de sévices, de les torturer pour qu'ils puissent avouer quelque chose. Où ça devient complètement délirant, c'est qu'évidemment, ces gens-là n'avaient rien à avouer. Donc en fait, c'était un centre où on torturait des gens pour qu'ils finissent par avouer des choses dont tout le monde savait qu'elles étaient parfaitement fausses. C'était une espèce de machine à fabriquer de l'aveu, sauf que l'aveu n'avait aucun intérêt. C'est complètement absurde. Et une fois qu'ils avaient avoué, on les tuait. Donc c'était un camp de torture et d'extermination. Parce que tout ça est horrible, hein, bien sûr. Mais donc le principe de Ritipan, c'est de ramener les bourreaux qu'il a retrouvés dans ce camp, et de leur montrer un certain nombre de documents et de voir comment ils réagissent. Est-ce qu'eux-mêmes se rendent compte de ce qu'ils ont fait, de la sauvagerie qui a été la leur. Et puis il y a un moment dans le film, qui est resté un moment assez historique, disons, enfin qui a beaucoup marqué à l'époque, où
où il demande à un de ses bourreaux de... C'est un peu plus loin. Voilà, donc c'est par exemple ça, là on a un ex-bourreau qui a fait des horreurs et qui explique ce qu'il faisait sur les lieux mêmes, alors à base de peintures qui ont été faites à l'époque. Lui c'est le peintre. C'est pour vous donner un Voilà, arrive le moment où là, il demande carrément à un de ses anciens bourreaux de lui expliquer sur les lieux mêmes. Hein, là, c'est le camp, ça. Hein, c'est là où les gens étaient enfermés, torturés, exterminés. Il lui demande, mais explique-moi comment ça se passait sur le lieu même. Alors c'est lui le bourreau. Chặt xó tiền tranh rào đất tay tôi trộn đâu rồi cho chặt xó rồi đặt nó chừng rồi cồn xó bụt nó đây mù rồi sài cà ma bị bục vía rồi tranh rào cái nó nghiêm á cả mồi một cái đang ta đúng cái đang ta bò vào việc bắt chặt so, anh nói không anh ngơ phải chặt trâu, anh nói đi cả xuôi có mọi cái đường ràng, hay đi cô chẳngได้phải pre luôn, tại trôn được không nào à, đây xì có bò anh cho ơi, chặt so, đi trên cao. Xí đâu có ai là xí đâu hay luôn còn tận cái chỉ tận kia nó ở trường hay chặt bắt bia chặt sò hay đâu đây chặt tận đây bò kia ăn gớm mà chặt thành trâu lắm muốn nó à hay đi coi chẳng đây pre cái prom đi đây định ập định nghiệp cho như nào à đấy bật chia cây anh cho ôi lăng chặt xó kỳ thế trên cao bật chia không bật số bu chặt cả cục lại như ăn sẽ được người là để chúng mình ai cho ta tạo cục nứng giặt rau ta bò mi chặt bò này nó để nghịch ăn cho lang à còn mà là biết ăn miên ấy đặt tu miên nó chặt ta trâu lưng rau ta bò đó à hay đi coi chân này ngược là pre cho pre lắm giờ ta trâu nó rừng không bao à nhạt rồi xây tơ cây tơ chạy rồi phát xó kia chân rau thì anh cũng tự phát rồi cái đại thấu cái đàn nó thì phật ngày chẳng phật cái tận đây cái này chẳng chẳng họ phật miên phân đắc nó tố trôi mà nào à bật viết chặt so mấy ngày thằng con mà nhẹ này chẳng thật chẳng lại chẳng đi coi chẳng cái gì bị tiên trọng tiên lên tiên chẳng phật này phật ớt đó ngày ấy rồi tới đây chạy rồi phát vô tô tiếp tục đi chặt sau đi về cao này chạy được đi không không đi không giờ là nghe nhanh chứ anh chôn từng khán thân của anh
à nó còn chơi đâu mà còn chơi đâu anh vô lại chơi nào số bôn của dắt rồi bom viên chặt sò anh chụp lúc ai đấy anh đây anh chụp ai miền Nam Phi này cũng không có cái đuôi chia đi nhà tại anh trốn đúng rừng rồi à hãy đi coi chân đây pre luôn kích là bà áp vô lúc ta trốn không nó rừng rồi à xong group ông chung xong group mô phép xong group mà mất riêng Voilà. Après, on retrouve d'autres bourreaux qui sont en train de faire autre chose. C'est vrai que là, c'était le moment un peu fort de ce film. Ouais, qu'est-ce qu'on peut en... Par rapport à cette histoire de documentaire fiction, là, on a vraiment indéniablement ce qu'on appelle un documentaire et ce qui circulait dans les salles sous le nom documentaire. Or, tout à l'heure, j'ai dit, oui, mais le documentaire, c'est quelque chose qui, si on le sépare de la fiction, quelque chose, même si je ne filmais pas, la chose aurait lieu. Parce que je prenais l'exemple de l'ouvrier à la chaîne tout à l'heure. Bon, bah là, non. Hein, voilà un contre-exemple qui montre bien ce que j'essayais de dire tout à l'heure, à savoir que les deux catégories sont quand même extrêmement, comment dire, dialoguent l'une avec l'autre. Ce qu'on vient de voir n'aurait jamais eu lieu. Ce bourreau en train de refaire les gestes qu'il faisait à l'époque, alors lui il n'était pas tortionnaire, peut-être il était juste celui qui gardait ceux qu'on allait emmener en salle de torture, mais il n'aurait jamais fait ça si Ritipan, le documentariste, ne lui avait pas demandé, enfin n'avait pas déjà fait ce documentaire pour se demander mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 années-là, comment ça se passait dans ce camp S21, et s'il ne lui avait pas demandé de dire mais explique-moi ce que tu faisais exactement, c'était quoi ton job quoi. Donc on est, vous voyez, dans un truc qui flirte avec la fiction, qui flirte avec le jeu, puisque ce garçon, enfin, il a 40 ans, ce qui prouve qu'à l'époque des faits, il a même moins de 40 ans, il devait avoir 15 ans à l'époque des faits, est en train de jouer. Il fait l'acteur. On pourrait dire c'est une prestation d'acteur, il est en train de jouer quelque chose. Et d'ailleurs, Ritipan a raconté, c'est là que ça devient vertigineux, et c'est pour ça que cette scène cette séquence est à la fois forte et effrayante, c'est qu'en fait, Ritipan lui a juste demandé « mets-toi sur les lieux et explique-moi ce que tu faisais ». Expliquer ce qu'on fait, c'est, si tu veux, voilà, je me mettais là, je leur disais, je leur donnais à boire, s'ils se battaient pour boire, je disais que du coup personne n'aurait à boire, c'est-à-dire qu'il aurait fait un récit au passé. Et, je faisais ci, je faisais ça, éventuellement en le mimant, mais en le mimant mécaniquement, comme quand on raconte quelque chose, parfois on se met à le jouer. Mais c'est lui qui, de sa propre initiative, s'est mis, au-delà du simple récit de ce qui se passait, à jouer, à rejouer le truc, et à parler au présent. C'est-à-dire, là je fais ci, je fais ça, là ils me disent ça, et qu'est-ce qu'on voit pendant 5 minutes? On voit, c'est ça qui est effrayant, mais peut-être que du coup on comprend quelque chose de très fort. C'est que le type se prend au jeu, quoi. Se prend au jeu. Il commence à jouer, et peut-être que Ritipan a dû d'abord le convaincre, genre d'abord je vais te filmer, est-ce que tu es d'accord? Ouais, bon. C'est compliqué pour un bourreau d'accepter de dire, puisque ça veut dire raconter des horreurs qu'on a faites, quoi. Donc ça a dû être compliqué pour Ritipan de le convaincre, ça a dû être compliqué pour Ritipan de le convaincre, de lui expliquer ce qu'il faisait véritablement dans cette salle de... Mais il y a un moment où c'est de lui-même qu'il a pris l'initiative de le jouer, quoi, de le jouer et de faire durer. La caméra, c'est un plan séquence, je crois, il n'y a pas de cut. La caméra le suit et je pense pas que Ritipan lui ait demandé que ça dure aussi longtemps. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire du fait qu'il se reprenne au jeu comme ça et qu'il le fait visiblement sans déplaisir? Je ne sais pas si c'est un immense plaisir non plus, mais apparemment c'est pas vraiment un déplaisir. C'est qu'il y a sans doute un plaisir à exercer ça, quoi. On va appeler un plaisir sadique ou je ne sais pas de quel ordre, mais et que donc du coup par rapport à la question de Ritipan essaie de nous expliquer ou de comprendre lui-même d'abord avant de nous l'expliquer qu'est-ce qui a bien pu se passer pendant 4 ans, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Il n'a pas d'image, il n'a pas les faits. Qu'est-ce qu'il fait? Et voilà. Et bien là, je pense que les choses n'ont pas été filmées au présent, c'est quand même assez rare d'avoir des scènes de torture au présent.
Mais là, d'une certaine manière, on retrouve du présent. C'est-à-dire qu'avec cette séquence-là, évidemment, il ne le fait pas vraiment, les victimes ne sont plus là, mais grâce à ce dispositif documentaire, je pense qu'on se rend un minimum compte de comment ça se passait, quoi. Un minimum. Évidemment, après, il faut imaginer les corps agglutinés, l'odeur, l'hygiène, l'horreur, etc. Et ça, c'est difficile de l'imaginer. C'est inimaginable. Mais je pense qu'on approche quelque chose, là. Mais on l'approche par une stratégie de Ritipan qui n'est pas du tout... qui est très, comment dire... fabriqué. Il fabrique un moment. C'est pas un moment pris sur le vif comme tout à l'heure ce qui se passe dans l'extrait de Camille Dotto. Donc voilà, en gros, cet aspect-là, mais vous trouverez plein d'autres exemples dans le documentaire, il arrive que le documentariste ne soit pas simplement celui qui pose sa caméra et qui regarde, c'est quelqu'un qui crée lui-même un moment. Il le fabrique, mais au bout du compte, avec toujours la même intention, c'est que ça documente quelque chose. C'est qu'au bout du compte, on voit du vrai là-dedans. Et le vrai qu'on voit, c'est peut-être ça, c'est peut-être le plaisir qu'il y avait à... Il y a autre chose, je trouve, qu'on ressent physiquement en voyant cette scène, et en tout cas c'est mon cas, c'est la fatigue. C'est-à-dire qu'on se dit, et c'est pas grave si c'est immoral de se le dire, l'important c'est que c'est fatigant d'être un bourreau. C'est-à-dire que le mec, justement, comme il fait les gestes, et il se déplace, et c'est toujours quelque chose à faire, et je traîne les pieds, et je recommence, et je rouvre la porte, et je la referme, et de l'eau, c'est que c'est aussi du boulot. Et qu'eux-mêmes étaient des travailleurs, en fait. C'était des travailleurs de l'horreur. Mais des travailleurs, c'est du boulot, quoi. Et il ne s'agit pas du tout de les plaindre, il s'agit de... Je trouve que ça, on le ressent physiquement, grâce à cette réorchestration de ces moments qui n'ont jamais été filmés. Après, on pourrait, oui, il y a plein d'autres stratégies. Dans l'histoire du documentaire, vous trouverez tout un tas de méthodes qu'utilisent les documentaristes pour, puisqu'on n'a pas l'image, on va créer quelque chose, on va essayer d'inventer une petite mise en scène. Et c'est là que, du coup, les documentaristes deviennent se retrouvent à faire un boulot de cinéaste de fiction. Hein. Ils sont en train de diriger les gens, ils sont en train d'inventer une scène, de mettre en scène. Et voilà, de la même façon qu'il arrive qu'un cinéaste de fiction demande à ses acteurs d'improviser. Et dans ce cas-là, vous avez le mouvement inverse. C'est un cinéaste de fiction qui va vers le documentaire, puisqu'il dit à ses acteurs, allez-y, parlez-vous, moi je filme, et lui il retrouve des... Donc voilà, encore un croisement. Si on a le temps d'en voir un troisième, ouais. Ouais. J'essaie de vous montrer d'abord des choses que j'aime bien, et puis du coup, c'est l'occasion de montrer des schémas documentaires différents. Si vous pouvez voir S21 en entier, je vous le recommande. Hein, il avait été... S plus loin 21. On l'avait vu, mais pas avec eux, il était au programme de dessin au cinéma. Ah oui. Oui, c'est vrai, oui. On l'avait vu il y a longtemps. Attends, j'ai pas pris le bon comme un idiot. Ouais, je lancerai après juste une petite... Pierre Coton, c'est un document. Il est lui aussi, il est assez... comment dire, sa situation est intéressante pour voir où on en est par rapport au cinéma, à la production. C'est quelqu'un qui pendant longtemps a fait des documentaires sans en vivre, et donc il avait un métier... il gagnait sa vie avec un métier, et par ailleurs il faisait des documentaires, voilà, comme c'est la possibilité de tout le monde. Maintenant je pense qu'il arrive plus ou moins à vivre de son travail de documentariste, mais enfin c'est pas encore gagné, quoi. Là c'est le moment un peu de bascule, c'était il y a 5-6 ans, il fait ce film qui s'appelle Secteur 545. Creton, c'est quelqu'un qui habite en Normandie, il a grandi, il est très proche du monde rural, ça l'intéresse beaucoup, il a fait beaucoup de documentaires sur le monde rural, le monde des paysans, des agriculteurs. Et notamment dans le pays de Caux, qui est donc une région de Normandie, un bout de territoire de Normandie. Et au moment où il faisait Secteur 545, en fait, on le voit dans le film lui-même, et c'est ça qui m'intéresse, il se fait engager, en fait, il va de ferme en ferme et il est peseur, c'est-à-dire qu'il pèse, il fait des examens, il pèse je ne sais pas ce qu'il pèse exactement, d'ailleurs, mais on le voit examiner le lait qui a été rendu par certaines vaches dans certaines fermes, etc.
Donc il se promène de ferme en ferme comme ça, et on le voit parfois travailler, c'est-à-dire que lui-même se met en scène en train de travailler, mais c'est l'occasion pour lui dans chaque ferme de poser une question à l'agriculteur qui est là, ou au couple d'agriculteurs qui est là. Il les assoit un moment, voilà, et il leur demande quelle est pour vous la différence entre l'homme et l'animal. C'est le principe du film, et les gens ils disent des trucs. Ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là vivent avec les animaux, hein, ils vivent avec notamment donc, les bovins. Et ils ont des réponses. Donc en fait, ils demandent à des agriculteurs de se poser une question de philosophie. Hein. La différence entre l'homme et l'animal, on pourrait dire c'est une question de philosophie. Ça, c'est le principe un peu global du film. Mais il y a des injections de fiction dans le film, c'est-à-dire que ce personnage que vous voyez là, en fait, c'est un personnage qui est celui qui a engagé Pierre Creton à être peseur, mais qu'on va voir faire des choses fictionnelles, c'est-à-dire rencontrer une femme dans un café, être chez lui en train de lire des livres, se faire sculpter sa tête, enfin, à partir de terre, etc., etc. Donc il y a déjà de la fiction dans le documentaire, et surtout, il y a Pierre Creton lui-même qui se met en scène de temps en temps, et donc il est en train de peser. Donc ça, c'est par rapport à l'idée de... Le documentaire, ça serait un truc objectif, on essaierait d'être objectif sur le réel, comme par exemple un journaliste est censé être objectif. Donc il n'est pas là pour exprimer sa sensibilité, il est là pour montrer le réel tel qu'il est. Ça serait le documentaire. Et du côté de la fiction, on aurait... là, c'est l'imaginaire, c'est ma sensibilité, moi je suis un artiste, je fais une fiction, et dedans, je mets ma sensibilité. Donc on admet communément que le documentaire c'est l'objectivité, en tout cas est comment dire, tenu à une certaine objectivité. La fiction c'est vivre la subjectivité, la sensibilité personnelle de l'artiste. Quand on regarde ce qui va suivre, et vous verrez que Creton à un moment va apparaître, c'est pas lui, c'est un autre, mais vous verrez dans quelles conditions. Bon, on verra que ça s'échange, que c'est pas si facile, pas si évident. C'est lui, Pierre Creton, c'est lui là, celui qu'on voit.
me foutais un semblant, tu sais, quand tu as les changements de l'autoroute. Oui. Vous avez aimé? Oui. Vous avez fait le beau? Oui. Donc c'est celui dont je vous ai signalé que c'était lui, Pierre Creton. Tout ça pour vous dire voilà, que ne prenez jamais le documentaire comme quelque chose de restrictif. Genre, oh, le documentaire, on va pouvoir rien faire, rien inventer, on va juste regarder le réel. Non, tout est permis, tout est possible. Pierre Creton, à un moment, décide de se mettre en scène on le voit, en général, on le voit très peu dans le film, décide de se mettre en scène parmi les vaches, et il décide de se mettre en scène étreignant une vache, appelons ça une étreinte, et non content d'être, ce qui est un moment assez, comment dire, impudique, on pourrait dire. Il y a un moment de sensibilité comme ça entre l'homme et l'animal, dont on va comprendre au fil de la séquence, parce qu'au moment où ça commence, on ne sait pas que ces vaches vont aller à l'abattoir aujourd'hui. Donc là, il est tout simplement en train d'étreindre une vache pour une espèce de dernière étreinte avant sa mort. C'est ça qui se passe. C'est extrêmement, c'est très fort, quoi. C'est de la haute sensibilité. Et on est en documentaire. Et peut-être que ce plan-là raconte beaucoup plus de choses sur la... C'est aussi romanesque que mille fictions, quoi. C'est aussi magique et beau et poignant. Enfin, moi, c'est un point qui me bouleverse, je vous le dis. Hein. Et alors, non content de faire ça, Creton, il regarde la caméra, ce qui est encore un autre interdit, enfin un interdit, en tout cas un protocole qu'on transgresse un peu. Non seulement il se met en scène, mais il regarde la caméra. Alors pourquoi est-ce qu'il regarde à la caméra? Est-ce que ça veut dire qu'il nous prend à témoin? Sachez bien, vous, les humains qui regardez ce film, voilà ce que nous faisons à nos bêtes, quoi. C'est-à-dire que ce que vous avez dans votre assiette, c'est de la viande, bon, bah, c'est parce qu'on abat des vaches. Alors il n'est pas du tout en train de nous dire c'est pas bien, vous êtes des méchants, vous mangez de la vache, mais c'est vous prendre à témoin, est-ce qu'on est bien conscient tous ensemble de ce que ça veut dire avoir de la viande dans notre assiette? Est-ce qu'on est bien d'accord pour abattre en masse comme ça des vaches? Voilà, je pense que c'est très tendre comme regard. C'est un regard d'amitié que nous envoie Creton. C'est pas un regard de juge. Il n'est pas végétarien lui-même. Hein. Mais voilà, donc vous voyez à quel point on peut fabriquer des choses en documentaire qui sont très fortes, et alors là, c'est hyper subjectif. C'est-à-dire que là, il se met vraiment en scène. C'est Pierre Creton qui nous parle, qui fait un truc très très marquant. Donc le documentaire, ça ne veut pas dire objectivité du tout, et d'ailleurs tous les gens qui font des documentaires savent qu'un documentaire c'est extrêmement écrit, extrêmement fabriqué, et que quand on monte un documentaire,
On a énormément de choses à dire et à faire. Et puis la dernière chose, donc, juste le premier plan par lequel commençait la séquence, c'est des plans sur les yeux des vaches, hein, sur même un œil de telle vache puis de telle autre. Par rapport à l'objectivité du documentaire, on sait très bien que dès qu'on a une caméra, on cadre. Et quand on cadre, on exprime une sensibilité. Même mon copain Camille Lotto, bon, bah, finalement, il essaie d'être le plus objectif possible quand il filme les gens à vélo et en roller, machin. Mais au bout du compte, il a quand même pris un point de vue. C'est un point de vue dans l'espace. Alors, il y a des cadrages qui sont plus ou moins bavards, qui sont plus ou moins subjectifs. Celui-là est un cadrage extrêmement intentionnel, quoi. C'est-à-dire que de filmer l'œil des vaches à ce moment-là, l'œil, c'est évidemment de poser la question dont on va se rendre compte rétrospectivement quand on va savoir qu'elles allaient à l'abattoir, que c'est évidemment la question, mais éminemment philosophique et éminemment urgente, de est-ce que les animaux savent? Est-ce qu'une vache qu'on envoie à l'abattoir a petit A conscience qu'on l'envoie à l'abattoir et petit B conscience que ça sera sa mort? Et petit C, éventuellement, est-ce qu'elle en a de l'effroi, de la peur, de l'indifférence, etc. Là, ce cadrage, il dit des trucs, quoi. Enfin, en tout cas, il questionne quelque chose de très fort, qui va avec l'ensemble du film. C'est là que le film est très écrit, et qu'un documentaire est souvent très écrit. C'est la question de la différence entre l'homme et l'animal. Est-ce que les animaux souffrent comme nous? Est-ce qu'ils ont une conscience de la mort comme nous? Voilà. Sachant qu'avec les conséquences, quand même, parce que s'il est avéré que les animaux ont la même conscience de la mort que nous, bon, bah, il faut arrêter les abattoirs tout de suite, quoi. C'est quand même assez cruel de leur imposer ça. Donc voilà, je voulais juste montrer que d'abord un documentaire est très subjectif, et deuxièmement c'est une écriture. C'est écrit un documentaire. Enfin, en tout cas, ça peut être très écrit et ça peut être une espèce d'exploration d'un sujet, d'une question, une question très philosophique, par des scènes, simplement, c'est à partir de scènes qui sont empruntées au réel. C'est la seule différence, finalement, avec une écriture de fiction. C'est la fin, là, hein, c'est ça, non? Pas de souci. Hein? Je sens un petit fléchissement vers le fond. Oui. Hein? C'est des vaches. Des gens qui n'aiment pas les bovins, peut-être, dans cette scène. On va te remercier pour cet après-midi. Ben, merci à vous de m'avoir écouté. Alors... J'avais peut-être une question à poser, j'en sais rien, confiance. Et sinon, ben, on va conclure là. C'est bon? Eh ben, bonne soirée. À bientôt.